Allez-y, n'hésitez pas. Pour reprendre toute l'histoire de la mise en place de l'administration qu'on voit aujourd'hui, vous avez dit qu'il y avait des butoirs. Alors, si j'ai bien compris, vous avez dit que pour changer les choses, il faut changer les butoirs. Il faudrait sans doute réussir à changer changer des butoirs. Et on est en train de le faire, figurez-vous. On est en train de le faire de manière. Est-ce que et vous savez comment? Eh bien, parce que les trois points essentiels, il y a toujours deux sexes. On sait maintenant que ce n'est pas seulement deux sexes, qu'il y a aussi disons, des manières sexuées d'être intermédiaires. Enfin, disons qu'il y a quand même toujours ces deux grands pôles, et c'est toujours les femelles et les femmes, enfin le genre humain, qui font les enfants des deux sexes. Mais il s'est produit quelque chose d'incroyable dans notre histoire, c'est qu'il est possible maintenant de concevoir hors du corps humain. On conçoit in vitro. Bien sûr, c'est toujours avec des gamètes, les ovules et les spermatozoïdes. Et on conçoit in vitro, c'est-à-dire hors du corps. C'était de l'ordre de l'impensable. Mais on continue de travailler sur l'utérus artificiel. On sait maintenant pour les souris, on n'a pas fait pour l'homme, donc moi je ne le sais pas. S'il y a des laboratoires clandestins qui travaillent sur l'homme, je ne le sais pas. Sur les souris, on arrive à peu près au tiers de la grossesse, à tenir un tiers de grossesse, et on peut estimer que ça pourrait être la même chose pour l'être humain. Sachant qu'on sait faire vivre un être humain à partir, disons, de 600 grammes et du 5e, 6e mois, vous voyez, en couveuse. Le problème est de raccourcir ce temps au maximum entre le in vitro, le développement in vitro, et la couveuse. Donc, ça sera, un jour ou l'autre, ça sera fait. Ça sera fait. Bon. Il faut savoir aussi qu'on travaille à l'heure actuelle sur la possibilité de faire des enfants en se passant d'ovules. Parce que pour le moment, même avec le clonage, il fallait des ovules. Le clonage, c'était la possibilité de énucléer un ovule, donc de lui ôter le patrimoine génétique féminin et de le remplacer par une cellule souche totipotente venant d'un homme ou d'une femme qui apportait son propre matériel. Donc, ça a été interdit par tous les gouvernements du monde. Mais il ne s'agirait plus du clonage. Ça serait la possibilité de faire des enfants à partir de spermatozoïdes seulement, qu'on essaye de croiser pour le moment avec des cellules totipotentes. Voilà. Des cellules, non pas des gamètes, mais des cellules tégumentaires ou autres qu'on rend totipotentes. Les cellules totipotentes, dans la nature, c'est seulement les gamètes, les ovules et les spermatozoïdes. Maintenant, on sait, à partir de cellules multipotentes, faire des cellules totipotentes. En prenant une cellule totipotente et un spermatozoïde, on essaye de faire des embryons. Eh bien, il semblerait que ça puisse marcher. Et donc, je dis qu'à partir du moment où nous avons changé les donnes du problème, et qu'il ne s'agit plus du tout, c'est plus une question de la rencontre de deux sexes, et qu'on a le coït nécessaire et tout le reste, et qu'on a changé les données du problème, le butoir pour la pensée, on recommence, on crée un monde nouveau sur lequel nous avons tout à faire. Et le problème que je me pose, et que vous allez, je pense, comprendre, c'est que je n'ai pas de jugement moraux à porter là-dessus. Il n'y a pas de jugement moraux à porter là-dessus. Ce qu'on sait simplement, c'est que quand quelque chose est tenté, et qui semble aller dans le sens de certains types de désirs, ça, un jour ou l'autre, c'est réalisé. Donc je ne parle pas de jugement moral. Je me pose simplement une très grave question. C'est que l'égalité des sexes est quelque chose qui n'est toujours pas acquise, l'égalité entre les sexes. Elle n'est toujours pas acquise et nous continuons de fonctionner un peu comme un paquebot court sur son air. On continue de fonctionner avec un modèle qui maintenant va être dépassé. Et nous construisons à toute vitesse un modèle futur pour lequel nous n'avons pas encore établi les bases d'un système de représentation qui irait avec. Mais mon problème, c'est que si on continue avec des nouveautés extrêmement fortes, qui bousculent les butoirs pour la pensée, mais en y appliquant le modèle de pensée ancien,
qui est un modèle d'inégalité, qu'on aboutisse à une inégalité encore plus grande. Encore plus grande. Donc c'est pour ça que je suis vigilante. J'ai du mal à faire passer le message aux politiques, j'ai l'impression qu'il passe mieux auprès de vous. Est-ce que vous pourriez parler plus fort? Moi, je m'entends pas très bien. Il me semblait qu'il y avait des sociétés matrimoniales, en fait, matrilinéaires par lesquelles passait la filiation, enfin la filiation passait par la mère. Par la mère. Mais ce ne sont pas des sociétés de droit maternel. Ce sont des sociétés, le matriarcat, on voit dans le matriarcat, ce sont des sociétés où les femmes auraient dominé les hommes, auraient eu le pouvoir. Et je dis que ça n'a jamais existé autrement que dans des mythes. En revanche, ce qui existe, c'est des sociétés matrilinéaires, c'est-à-dire des sociétés où on compte l'affiliation par les chaînes féminines. La mère de la mère, la mère de la mère de la mère. Alors, patrilinéaire, c'est le père du père, etc. Donc c'est une ligne extrême. Mais dans les sociétés matrilinéaires, ce n'est pas les femmes qui ont le pouvoir, c'est seulement l'affiliation qui passe par elles. C'est toujours les hommes qui organisent et la vie ménagère et la vie économique et politique, mais non pas comme le père et comme mari, mais comme oncle maternel et comme frère. Les frères des femmes et les oncles maternels des femmes sont les hommes dominants dans les villages. C'est toujours beau jeune. J'ai une question en fait sur l'expression que vous utilisez de balance. Moi aussi, j'ai un peu Je suis un peu mal. Oui. Sur la balance. La balance différentielle du sexe. Pourquoi vous avez utilisé le terme de balance? Une valeur. C'est parce que il n'y avait pas, je ne savais pas trop quel terme utiliser. Je ne l'ai pas inventé, il existe. Mais il existe dans le langage de la chimie, mais il correspondait assez bien à ce que je voulais dire. Valence, pour moi, c'est un mix entre valeur et balance. J'ai mal entendu en fait, mais ça me... Je suis désolée. J'avais mal compris. Mais oui, allez-y, continuez. Vous aviez compris quoi? Balance. Balance. C'est balance. V-A-L-E-N-C. La balance différentielle. C'est un terme qui existe en chimie et qui dit ce poids relatif. Un poids relatif. Et qui n'est pas. Et donc je l'ai extrait du langage de la chimie. Et maintenant, on fait son petit chemin en anthropologie. Monsieur? Oui, bonjour. Il va le poser après. Et merci de votre présentation. En fait, j'avais une question par rapport à l'état d'avancement du débat en fait, de la différenciation des genres, de la discrimination des genres. En fait. Moi, quand je commençais mes études, j'ai suivi des cours d'anthropologie. Maintenant, je fais sociologie, donc c'est pas ça. Et on a appris les concepts basiques de structuralisme. Et donc, ils ont tendance toujours à mettre deux pôles, en fait. De mettre le monde comme quelque chose qui peut être qualifié en deux, sauvage, domestique, voilà, obscur, clair. Et donc, du coup, hommes et femmes, ça vient être la même chose. Oui, il y a deux choses dans votre question. Le structuralisme, c'est une méthode de pensée qui avait été par Claude Lévi-Strauss, mais justement, effectivement, elle se base, il utilise le système des oppositions dualistes. Alors, les oppositions dualistes, ou les catégories binaires, ça dépend comment vous voulez les appeler, c'est un système d'opposition par lesquels nous servent à penser. Qui nous servent à penser. À dire vrai, nous ne pouvons pas penser et nous exprimer sans recourir à ce système d'opposition qui oppose le chaud, le froid, le sec, l'humide, le dur, le bout, le haut, le bas, etc. Mais en fait, ma question, c'était plutôt... j'avais pas fini. Et alors pourquoi ce système de pensée? Si je reviens à votre deuxième question, pourquoi ce système de pensée? Eh bien, il est venu justement de l'observation qu'il y avait toujours deux sexes, et donc je pense pour moi que cette observation de la présence de deux sexes aboutit à la mise en place d'une opposition principale qui oppose l'identique au différent. Tous ceux qui sont comme moi sont identiques, ceux qui sont bâtis différemment sont différents. Et donc sur la base de l'identique et du différent, on
a ensuite opposé toutes les qualités qui permettent de caractériser le réel, le monde réel et le monde vivant. Et ensuite, on a attribué ces qualités à l'un ou à l'autre sexe. Mais on ne veut pas dire que ces qualités sont celles essentielles de l'un ou de l'autre sexe, elles ont été attribuées. Parce que selon les sociétés, une qualité qui est masculine ici sera féminine ailleurs. Vous comprenez? C'est pas la qualité. On ne peut pas dire que les hommes sont actifs et les femmes passives, par exemple, parce que vous avez des sociétés où on considère que l'activité est féminine, qu'elle est brouillonne et qu'elle est méprisable, que c'est la passivité qui est bonne, tandis que chez nous, en France, par exemple, on considère que l'activité est masculine, positive, et que les femmes, elles, sont passives. Donc, à chaque fois, il y a tout un système de représentation qui est mis en place, qui fait que l'attribution des qualités aux hommes et aux femmes ne correspond pas à une essence, c'est-à-dire à des qualités propres à chacun des sexes, et à l'attribution culturelle qui aura été faite au fil des temps. Parce qu'il n'y a pas d'essence. En fait, on est tous dotés d'un certain nombre de qualités que l'on cultive ou que l'on ne cultive pas, ou qui sont cultivées par l'éducation que l'on a eue, et on s'efforce de répondre aux attentes qui sont celles de la société par rapport à notre genre, à notre sexe. C'est ça le genre, en fait. Le genre, c'est ça. C'est l'attribution de qualités en fonction du sexe et dont on attend que les représentants sexués les manifestent. On attend qu'un petit garçon lui dise il ne faut pas pleurer, tu te comporterais comme une fille, etc. Donc ça, c'est une attente sociale, c'est pas un effet pratique. Mademoiselle, tu dis quoi? Comment vous expliquerez cette tendance? Est-ce que vous avez aussi l'excuse, mais je n'ai pas compris. Comment on explique cette tendance? Quelle est l'origine en gros de la tendance superficielle des sexes, ou comme vous l'appelez, la domination masculine? Est-ce que c'est possible? Est-ce que par exemple, on pourrait l'expliquer par le fait que les femmes sont dans une même incapacité pendant 9 mois quand elles sont en grossesse? Est-ce que c'est une question de force? Est-ce qu'on a des hypothèses là-dessus sur pourquoi en fait dans toutes les sections on les retrouve? Parce que ce que je voulais expliquer, c'était que en fait, la balance différentielle des sexes vient simplement du fait que les hommes ne font pas leur propre fils. C'est tout. Elle vient du fait que les hommes ne font pas leur propre fils. Comment ça se fait alors qu'une qualité se retourne en défaut? Quand quelque chose de négatif pour les femmes, ça serait a priori un avantage que les femmes soient plus... Comment se fait-il qu'une qualité ne soit pas se transforme en désavantage? Ah, que ça soit transformé en désavantage, mais c'est ce tour de passe-passe dont je vous parle. C'est l'idée, et l'idée partagée par hommes et femmes. Hein. Essayez de vous mettre à la place de ces humains de la préhistoire. Bon. Ils ne savent pas qu'il y a des ovules et des spermatozoïdes, qui vivent dans le dénuement les plus grands, qui se nourrissent en prélèvement sur la nature, qui ont tout à concevoir et tout à établir. Ils voient simplement qu'il y a des rapports sexuels que eux mettent de la semence, de quelque chose dans le corps des femmes. S'ils ne le font pas, les femmes ne font pas d'enfants. Ils ont conclu que c'est eux qui le font. Et ils ont conclu que si eux ne peuvent pas faire les enfants par eux-mêmes, c'est que c'est supposer qu'ils aient une idée de Dieu, ou s'ils aient une idée de nature, en tout cas que c'est dans l'ordre des choses que ces corps de femmes soient là pour à la fois leur plaisir, leur satisfaction, et faire des fils, parce qu'eux ne peuvent pas les faire. Non, c'est au contraire extrêmement logique, et les femmes participent à ce même système de croyance. Autrement, ça ne se serait pas reproduit. Les femmes pensent la même chose. Il ne faut pas croire qu'il y avait une sous-culture féminine. Merci d'avoir pour votre communication. J'aurais une question. Alors, j'ai peut-être précisé que je suis historienne. J'ai fait une thèse sur la place des femmes dans l'espace public à la fin du Moyen-Âge. Et je sais pas, vous avez essayé de dégager des grandes structures, bien sûr. Je suis franchement navrée de vous faire tous répéter. Pardon, mais je suis malade. Venez ici, après ça sera ça. C'est vrai que j'entends. Oui, non, ce que je disais, c'est que je travaille sur la question de la place des femmes dans l'espace public à la fin du Moyen-Âge. Et bien sûr, mes conclusions rejoignent globalement ce que vous dites dans les structures. Mais cela étant, j'observe que certaines femmes vont être chargées dans la ville d'offices importants, que certaines femmes vont, que les hommes vont concéder à certaines femmes des espaces de pouvoir. Et que les femmes arrivent à prendre, d'une certaine manière, le contrôle aussi sur la manière dont elles peuvent gérer leur famille, ou notamment après la mort du mari.
Et justement, dans quelle mesure on peut observer ces... Vous avez dit un mot très remarquable, vous avez dit notamment après la mort du mari, et ça arrive aussi fréquemment quand elles sont ménopausées. Oui. Les femmes ménopausées, les femmes d'âge deviennent des hommes. Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quelques offices, par exemple. Moi, dans le commerce de la ville, les femmes sont en charge du commerce du sel, Absolument. qui est un commerce de première importance. Je ne peux pas entrer dans tout, vous pouvez pas entrer dans tous Non. les débats, et bien sûr, c'est tout à fait juste. Prenons des sociétés, vous parlez du Moyen-Âge, et prenons des sociétés, disons, qui fonctionnaient encore au XXe siècle, dans différentes régions du monde, vous pouvez voir que la situation des femmes ménopausées peut être extrêmement variable. Dans certains cas, c'est le prototype de la sorcière. C'est-à-dire, parce que bon, elle accumule, surtout c'est là des rapports sexuels, elle accumule des choses. Mais dans d'autres sociétés, elles sont véritablement considérées comme des hommes. Et j'avais fait autrefois un article qui avait été repris dans des manuels d'économie, donc peut-être certains d'entre vous l'ont lu, en classe de seconde, sur le mariage entre femmes chez les Nuers. Bon, c'est des populations d'Afrique orientale où une femme, non pas ménopausée, mais stérile, c'est tout le même ordre. C'est-à-dire qui a été mariée, et assez longtemps, donc jusqu'en arrivant à l'âge de la ménopause, sans avoir d'enfant, on va considérer à ce moment-là que c'est une erreur du sort, qu'elle aurait dû naître dans une peau de garçon, mais qu'elle est née malheureusement dans une peau de fille. Mais elle redevient un homme. Et à ce moment-là, elle retourne dans sa famille d'origine, elle se constitue une richesse en bétail, et avec cette richesse en bétail, elle paye la compensation matrimoniale pour se procurer, elle, une épouse, dont elle sera le mari. Et elle paye un serviteur pour faire des enfants. Et les enfants, c'est elle qui en est le père, et non pas le serviteur. Vous voyez ? Parce que c'est le paiement de la compensation qui donne le droit à la filiation. Mais c'est pour vous dire qu'il y a un certain nombre de représentations autour de ces faits, parce que là, j'en ai pas vraiment parlé, mais il faut mettre en liaison avec, j'en ai parlé à propos du sang, du sperme, etc. Il y a toute une série de représentations extrêmement sophistiquées autour des humeurs du corps et des substances du corps, et qui sont sous-jacentes au système de parenté et d'alliance, et qui légitiment toute une série de ces choses qui nous paraissent bizarres et qui sont toujours extrêmement légitimées par les corpus mentaux de représentation des sociétés elles-mêmes. Alors du coup, est-ce qu'on peut, par rapport à l'actualité en fait, dont parlait M. Chauvin tout à l'heure, la question du mariage gay et toutes les questions qui ont été remises un petit peu au bout du jour actuellement, est-ce que vous pensez que c'est une des choses qui peut faire évoluer justement le rapport pour vous, ça peut être une évolution pour les... C'est une évolution vers l'égalité. Il s'est passé les choses importantes, elles se sont déjà passées. Les choses importantes, c'est notamment la montée de l'individualisme. C'est-à-dire que depuis le XVIIIe siècle, à peu près, on considère que l'individu a priorité sur le groupe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous disais que ce mariage des temps archaïques, c'était un mariage entre groupes, non pas entre individus. Bon, maintenant, c'est entre individus, et donc s'il n'y a plus cette nécessité du mariage entre groupes, et si il n'y a plus il y a aussi, ce qui s'est passé, c'est que nous avons augmenté en nombre considérablement. À supposer qu'on était 300 000 au temps de la préhistoire, d'Homo sapiens, dont je parle, en train de créer ce système sur lequel nous vivons, et 7 milliards, nous n'avons plus besoin d'échanger des femmes pour créer la paix. On la crée par... Il y a bien d'autres institutions qui sont venues sur place maintenant. Donc que l'on soit amené à repenser la notion même de mariage dans cette lumière-là me paraît tout à fait aller dans l'ordre des choses. Oui. Mais encore une fois, sans y porter du jugement moral. J'ai envie de revenir sur ce que vous avez dit et sur la possibilité à terme de faire des enfants sans l'intervention des femmes. Quand on voit les tendances à ce que certains appellent les féminicides, c'est-à-dire l'avortement systématique des embryons filles, ou le meurtre des enfants filles en bas âge,
Tant que cette valence différentielle n'aura pas été rééquilibrée, c'est extrêmement effrayant. Mais c'est extrêmement effrayant. Oui, c'est pour cela. Parce que j'avais ça en tête aussi, je vous en ai pas parlé, mais l'avortement sélectif à l'heure actuelle, vous dites en Chine, c'est aussi vrai en Inde, et c'est vrai dans beaucoup de pays maintenant. On le trouve même pratiqué en Albanie, et dans des pays vraiment que vous ne penseriez pas qu'on pratique un avortement sélectif de filles. Si, bien sûr. Et cet avortement sélectif de filles fait qu'il manque maintenant, disons pour une certaine classe d'âge d'approche au mariage, à peu près 50 millions de filles entre les différents pays qui le pratiquent, ou peut-être même davantage. Je crois que je suis en dessous de la réalité. Donc c'est évident, il est évident que ça va tout est de savoir ce qui va se passer. Alors qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle avec, notamment, on le voit en Chine, les sociologues l'ont étudié en Chine, c'est que les pères de filles ont réintroduit une économie de marché autour de leurs filles. C'est-à-dire c'est au plus offrant, et quitte à faire ensuite, ça va être des unions déjà contractées pour réutiliser la fille pour un autre mariage, c'est la meilleure preneur. Vous savez, je ne suis pas sûre que je vais annoncer pour les femmes. Bon, déjà, merci pour votre présence. En fait, on a bien compris que la domination masculine a pour cause donc, la valence différentielle des sexes, donc qui vient de la valeur. Oui. Et au final, toute domination a pour origine la valeur. Et donc les catégories binaires. Donc, le grand sur le petit, le chaud sur le froid. Et au final, un monde sans domination, ça serait un monde sans valeur. Est-ce qu'il pourrait y avoir un monde sans hiérarchie? C'est pas la question, c'est pas est-ce qu'il pourrait y avoir un monde sans valeur, est-ce qu'il pourrait y avoir un monde sans hiérarchie? Ça me fait plaisir que vous posiez la question, parce que c'est maintenant la question que je me pose. Réfléchir à cette question. Est-ce qu'il pourrait y avoir un monde sans hiérarchie du tout? Donc, c'est là que je suis un peu inquiète pour vous répondre, parce qu'à cause de la fameuse néoténie, vous vous souvenez de la néoténie, le fait qu'on est tributaire pendant 10 ans de l'autorité parentale et qu'on est dressé à la soumission, et que ça, il n'y a pas de travaux pour raccourcir la néoténie. Et comme il y a toujours, les parents restent toujours avant les enfants, l'idée de hiérarchie, j'allais dire que je ne dis pas que nous naissons avec, mais quand nous entrons dans l'adolescence, nous l'avons déjà. Nous l'avons totalement gardé, l'idée de hiérarchie. Donc c'est là-dessus que je suis un peu pessimiste. Très bonne question. Vous m'avez dit que vous aviez la salle qui... Oui, je crois qu'on arrive à peu près au temps qu'on avait pour cette conférence. Merci beaucoup encore pour votre vérité.